Donc après définition de différentes formes d'énergie, l'énergie totale, l'énergie interne du système, l'énergie échangée entre les systèmes et le milieu extérieur sous forme de chaleur et de travail mécanique, et la relation qui existe entre le travail, la chaleur et l'énergie interne. Dans cette partie, nous allons voir quelle est cette relation-là, et nous commençons par un système isolé et la définition du premier principe de la thermodynamique pour un système isolé. Donc nous prenons le système constitué, séparé du milieu extérieur par une enveloppe, une frontière, et qui échange un travail nul et une quantité de chaleur nulle avec le milieu extérieur. Donc le système subit une transformation d'un état 1 vers un état 2, qui fait que son énergie totale, elle change de 2 à 1. Première conclusion, que cette énergie totale, c'est une différentielle exacte, c'est-à-dire c'est une fonction d'état. Et cette différence d'énergie totale entre l'état 2 et l'état 1 est égale à toutes les énergies échangées à sa frontière, à l'enveloppe, représentée par E et ce E et cette flèche. Ce E et cette flèche représentent toutes les énergies échangées à l'enveloppe. Cette énergie échangée par l'enveloppe, c'est des fonctions de parcours et c'est la somme du travail mécanique et de la quantité de chaleur. Donc, la définition du premier principe, c'est que la variation d'énergie d'un système est égale à la somme des énergies échangées au niveau de l'enveloppe qui le sépare du milieu extérieur. C'est le cœur même de la définition du premier principe de la thermodynamique. Les autres définitions ne sont que des résultats de cette première définition. C'est que toute variation d'énergie dans le système est égale à toutes les énergies échangées à l'enveloppe qui sépare le système et le milieu extérieur. Maintenant, pour un système isolé, nous avons le travail nul et la quantité de chaleur, c'est-à-dire la différence de l'énergie totale à l'état final moins l'état initial égale 0. Donc l'énergie d'un système isolé est conservée. Ça, c'est le premier résultat. Deuxièmement, maintenant, si le système macroscopique il est immobile dans le champ de pesanteur, c'est-à-dire que son énergie cinétique est nulle et son énergie potentielle est nulle, et donc le bilan d'énergie donné comme l'énergie du système à l'état final moins l'énergie système à l'état initial, nous remplaçons par la somme de l'énergie totale, hein, nous avons vu, est réduite seulement à la différence de l'énergie interne du système à l'état final et à l'état initial. Et nous déduisons, pour un système isolé, que la variation d'énergie interne du système est nulle. L'énergie interne, pour rappel, c'est une différentielle exacte, c'est une fonction d'état. دالة حالة. Et donc, la définition du premier principe pour le système isolé. L'énergie interne d'un système isolé immobile dans le champ de la pesanteur est conservée. Elle ne change pas, elle reste constante. Tant que je n'agis pas de l'extérieur, elle reste constante. Nous effectuons une expérience, en fait c'est M. Joule et aussi euh, par la continuité du travail de Gay-Lussac, ils ont fait une expérience, ce qu'on appelle la première loi de Joule. Qu'est-ce qu'on a? Nous mettons un gaz. Nous prenons une enceinte, nous mettons un gaz dans le côté gauche, séparé par un cloison du côté droit,
Et dans le côté droit, on a un vide absolu, c'est-à-dire la pression ici, elle est presque nulle. C'est-à-dire il n'y a pas de pression exercée sur cette paroi. Ça veut dire que la seule pression, c'est la pression qu'exercent les particules du gaz sur cette paroi. Et donc, première propriété, c'est que cette séparation, elle est très rigide, donc le travail est nul, donc on ne peut pas modifier de l'extérieur, et elle est bien isolée, calorifugée, donc la quantité de chaleur entre le système et l'extérieur est nulle. Qu'est-ce qu'on fait? Au temps initial, on, on sépare, on laisse bouger ce cloison. À ce moment-là, c'est comme si on a un truc qui bloque, cloison ici, et donc à l'état initial, on casse tout ça et on laisse le cloison bouger, mais d'une façon très lente. Ça veut dire que la vitesse des particules qui vont bouger ici vont rester constantes. On a l'état 2. À l'état 2, cette barrière-là, ou bien ce cloison, va se retrouver vers la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? On observe comme le travail et la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur sont nuls, on a un système isolé, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne, elle est nulle. Delta U, si on applique le premier principe, hein, pour rappel, delta U égale W plus Q. Et comme W0 est nul et Q est nul, la variation d'énergie interne est nulle. Et comme la vitesse, elle est très lente, la vitesse de passage des gaz, elle est très lente, donc la température du gaz, on observe qu'elle reste constante. Donc T1 égale T2. Donc on conclut que l'énergie interne d'une masse de gaz parfait ne dépend que de la température. Donc une relation entre l'énergie interne de la masse et de la variation de température. Donc pour enlever ce coefficient de proportionnalité, cet opérateur de proportionnalité, donc la variation d'énergie interne qui égale U2 moins U1 égale M multiplié par une constante CV fois delta T. Et comme ici on a un volume, le volume total du système qui est maintenu, on dit que cette CV, on l'appelle la capacité calorifique massique à volume constant. Si nous faisons une analyse dimensionnelle, l'unité de CV est donnée par joule par kilogramme par Kelvin. Ou bien on peut la mettre aussi joule par kilogramme par degré C. Hein, faites attention à cette remarque. Donc, soit on regarde cette unité ou bien cette unité, c'est la même chose. Hein, c'est très important cette remarque. Donc, si vous trouvez dans la littérature l'unité, donc il ne faut pas convertir en Kelvin. Pareil, c'est la même chose. Donc, on définit la capacité calorifique, joule par Kelvin, qui est donnée, vous voyez, c'est en majuscule, donnée par la masse multipliée par la capacité calorifique massique. Donc, la relation de l'énergie interne est donnée par, bien la variation de l'énergie interne. C'est une fonction d'état, donc on ne peut pas calculer l'énergie interne
fait un état donné, on peut calculer seulement des différences d'énergie interne, qui est égale à la masse fois la chaleur massique, chaleur spécifique, ou bien la capacité calorifique massique, fois la différence de température entre l'état final moins l'état initial. C'est la loi de l'énergie interne pour un gaz parfait. Donc on peut aussi mettre la capacité calorifique sous la forme molaire et écrire l'énergie interne sous la forme molaire. Donc au lieu d'écrire M, CV delta T, on écrit N CV delta T, sauf qu'ici, hein, l'unité c'est le joule par mol par Kelvin. Tandis que si on écrit M fois CV fois delta T, on remplace mol par kilogramme. Et on appelle CV minuscule chaleur spécifique massique en molaire. Alors, la signification physique de la chaleur spécifique massique, c'est-à-dire il faut fournir cette quantité CV joule à 1 kg de gaz pour augmenter sa température de 1 degré Celsius ou bien de 1 degré Kelvin en maintenant le volume constant. Si on regarde l'unité, ça veut dire quoi joule par mol par Kelvin? Ça veut dire que pour augmenter la température d'un corps de 1 degré Celsius, pareil, on avait dit que 1 degré, delta T de 1 degré Celsius, c'est la même chose que 1 degré Kelvin. Pour augmenter la masse de 1 kg ou bien de 1 mol d'une matière ou bien d'un gaz de 1 degré Celsius ou bien de 1 degré Kelvin, on doit fournir une quantité de joules. L'opération se fait à volume constant et on appelle ceci la constante. C'est la chaleur spécifique massique au molaire ou bien la capacité calorifique massique au molaire. Alors pour les gaz parfaits, il y a une formule utilisée. Elle est liée aux différents degrés de liberté des gaz. Donc vous avez ici un gaz monoatomique qui peut avoir des mouvements de translation selon X, Y et Z. Là, vous avez un gaz diatomique constitué de 2 atomes. Il peut avoir la translation et la rotation. Et on peut avoir aussi un autre degré de liberté, c'est la vibration des atomes. C'est lorsqu'on se trouve à des températures très élevées et les atomes commencent à vibrer autour de leur position d'équilibre. Donc, on peut, pour un gaz monoatomique constitué d'un seul atome, comme l'argon et l'hélium, CV est donné par cette relation. Prenez-la, c'est 3 sur 2 fois R. Pourquoi? Parce que si nous prenons un gaz monoatomique, j'avais dit qu'il fait une translation selon X et selon Y et selon Z. Donc on a combien? On a 3 degrés de liberté. Et comme l'énergie cinétique d'une particule de gaz, pardon, elle est quadratique pour la vitesse. J'essaie d'écrire le 2. Donc on a ce facteur de 2. C'est pour ça que pour un gaz monoatomique, on a 3 sur 2 fois R, R étant la constante universelle des gaz parfaits. Alors, pour un gaz diatomique, nous avons 5 sur 2. En fait, en réalité, on a rajouté un autre plus 1. Donc fois R.
on a rajouté le degré de liberté de la rotation. Et donc, si on multiplie 2 fois 1, donc on a 2 plus 3, on obtient 5. Donc, pour un gaz diatomique, on a la translation plus la rotation. Donc, si on ajoute de la vibration, donc on rajoute aussi un autre degré de liberté. Alors, pour un gaz polyatomique qui contient plus de molécules, donc il n'y a pas de règles précises, donc, mais il y a des études qui ont donné lieu à des polynômes donnant la formule des chaleurs spécifiques. Mais nous nous contentons de travailler seulement avec des gaz monoatomiques, diatomiques, et nous essayons de retenir seulement la loi de la chaleur spécifique à volume constant pour un gaz monoatomique et un gaz diatomique. On peut la mettre sur une autre forme, donc sachant que cette forme, elle donne l'unité joule par mol par Kelvin. Pourquoi? Parce que R, son unité, c'est joule par mol par Kelvin. Et si nous voulons mettre la chaleur spécifique sous sa forme joule par kilogramme par Kelvin, donc on divise par la masse molaire du gaz et on obtient 3 sur 2 fois petit r. Petit r, c'est la constante du gaz parfait en question, soit l'argon, soit l'hélium, ou pour un diatomique, soit l'oxygène, soit l'azote, etc. Alors, pour la chaleur spécifique, volume constant pour les liquides et les solides, ces valeurs sont mesurées expérimentalement. Et concernant la variation de l'énergie interne d'un liquide et d'un solide, on lui applique aussi la relation delta U égale C fois delta T. Et là, vous voyez bien que je n'ai pas mis V pour dire que c'est à volume constant. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité. On reviendra ultérieurement pour expliquer cette particularité concernant les liquides et les solides. Il y a pour que le gaz qu'on doit préciser que c'est à volume constant. Pour les liquides et les solides, on n'est pas obligé de préciser. Et ça a un sens qu'on expliquera ultérieurement. Donc, une remarque importante, que l'énergie interne est une différentielle exacte, c'est une fonction d'état. Donc retenez la forme générale. La variation d'énergie interne, c'est toujours la masse multipliée par la chaleur spécifique, multipliée par la différence de température. Maintenant, l'application du premier principe pour les systèmes fermés, ça veut dire, ça suppose que le travail échangé avec le milieu extérieur est non nul et la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est non nulle. Et donc, on avait dit dans une partie précédente, dans les définitions des différentes formes d'énergie, que l'énergie interne, le travail mécanique et les quantités de chaleur sont liées. Et dans les définitions du premier principe dans le système isolé, que la variation d'énergie d'un système est égale à la somme des énergies échangées au niveau de l'enveloppe qui le sépare du milieu extérieur. Et donc nous obtenons la relation, la différence d'énergie totale du système, de l'état final moins l'état initial, subi lors d'une transformation, est égale au travail mécanique plus la quantité de chaleur, ce qu'on appelle un bilan d'énergie. Pour un système macroscopique immobile dans le champ de l'apesanteur, l'énergie cinétique est nulle et l'énergie potentielle est nulle. Et donc, la variation de l'énergie du système se résume seulement à la variation de son énergie interne. Et nous obtenons la forme la plus réduite, l'expression mathématique qui traduit le premier principe, sachant le premier principe, son énoncé, c'est celui-là. Donc, la variation de l'énergie interne d'un système fermé et mobile dans le champ de pesanteur
est due uniquement au travail et à la chaleur reçue par le milieu extérieur. Là, il y a une erreur, je dois corriger, donc on corrige, donc c'est le milieu extérieur. C'est une erreur de frappe. Donc voilà, on peut comprendre cette définition comme la définition du premier principe. La variation d'énergie d'un système est égale à la somme des énergies échangées au niveau de l'enveloppe. Et cette énergie, elle est sous forme de travail mécanique. Donc nous obtenons la variation de l'énergie interne de l'état initial vers l'état final égale au travail mécanique plus la quantité de chaleur. Donc si nous avons plusieurs sources de travail et de mécanique, donc l'expression, donc vous avez la variation d'énergie interne du système égale à la somme des travaux échangés et la somme des quantités de chaleur échangées. En connaissant la variation énergie interne de la matière directement de la relation, on l'a vu, donc U2 moins U1 égale 1 CV multiplié par la différence de température T2 moins T1, et connaissant le travail mécanique échangé lors d'une transformation, qui est donné par l'intégrale de moins PDV du volume initial vers le volume final, on peut déduire la quantité de chaleur échangée, donc toujours elle est déduite. En thermodynamique, Q est toujours calculé. On calcule d'abord la variation d'énergie interne et on calcule le travail pour ensuite calculer Q. Alors il y a une autre discipline qui est le transfert de chaleur qui permet de calculer directement, il y a des lois qui permettent de calculer Q, mais c'est une autre discipline de la physique. Et donc Q se calcule toujours indirectement à partir de la valeur de W et U. Donc on formule sous la forme spécifique. Donc si on divise la quantité de chaleur par la masse qui nous donne la quantité de chaleur spécifique, l'unité c'est joule par kilogramme. Et si nous divisons le travail mécanique par la masse, donc nous obtenons le travail mécanique spécifique, son unité c'est le joule par kilogramme. Nous obtenons la forme spécifique, bien le premier principe sous sa forme spécifique, où U total, W minuscule, Q minuscule sont donnés en joules par kilogramme ou bien en joules par mol. Lors d'une transformation élémentaire infinitésimale, nous l'écrivons de la forme suivante. La variation élémentaire de l'énergie interne égale à la variation élémentaire du travail échangé, la quantité de chaleur échangée. Et vous remarquez ici qu'il y a une différence dans l'opérateur. Là, c'est D pour dire que c'est une différentielle exacte ou bien c'est une fonction d'état. Et là, pour dire que Q et W sont des fonctions de parcours. Ce ne sont pas des fonctions, des différentiels exacts. Ce sont des fonctions de parcours. Donc, le travail mécanique et la chaleur sont des fonctions de parcours et l'énergie interne est une fonction d'état, un différentiel exact. Maintenant, l'application du premier principe pour un système fermé aux transformations des gaz parfaits. Donc, si nous avons une transformation isochore, le calcul de l'énergie interne pour une transformation d'un état 1 vers un état 2, donné par la relation. Le travail mécanique, nous l'avons calculé précédemment
comme c'est l'intégrale de moins PdV, le travail mécanique est nul, et donc la quantité de chaleur est égale à la variation d'énergie interne. C'est-à-dire si alors on a un échange, si le système, on lui fournit une quantité de chaleur, cette quantité de chaleur, elle est transférée intégralement en énergie interne. Ou bien c'est l'inverse. Là, la chaleur, elle a une forme d'énergie thermique. Énergie thermique. Pour une transformation isobare, pareil, là, l'énergie interne, sa forme ne change pas, c'est toujours 1CV delta T, donc de l'état initial vers l'état, ça c'est l'état initial, et celui-là c'est l'état final. Le travail mécanique, c'est moins PV, comme P est constant, donc ça donne moins 1RT2 moins T1. Et comme Q est calculé indirectement, donc delta U moins W, nous obtenons la relation suivante. Donc ça, c'est l'énergie interne. Et là, on a moins W. Et si en nous sortant T2 moins T1 en facteur, nous obtenons N CV plus R. Et cette valeur-là, elle est appelée la chaleur spécifique à pression constante. Pourquoi? Parce qu'on a une transformation isobare. On définit une nouvelle propriété, Cp égale Cv plus R, et cette relation, elle est appelée relation de Mayer. Elle est très importante. Et on l'appelle la capacité calorifique molaire à pression constante. Attention, tout à l'heure dans une transformation isochore, j'écris ici, pour une transformation isochore, nous avons trouvé que delta U égale N CV, c'est la forme de l'énergie interne delta T, et qui est égale à Q, comme W est nul. Pour la transformation isobare, Q égale 1Cp delta T. C'est la différence entre les deux. Isochore, on utilise la chaleur spécifique à volume constant. Pour isobare, c'est la chaleur spécifique à pression constante. Donc on peut calculer Cp aussi pour les différentes gaz monoatomiques. Donc si on rajoute, en connaissant Cv pour un gaz monoatomique, c'est 3 sur 2 fois R, plus R, donc ça nous donne R sur 2. Et pour un gaz diatomique, c'est 7 sur 2 R. Donc on rappelle, donc pour le gaz monoatomique, Cv sur 2 fois R. Et pour le gaz diatomique, donc c'est 5 sur 2 fois R. Et donc si nous appliquons la loi, la relation de Mayer qui est Cp égale Cv plus
R. Si nous rajoutons R, donc nous obtenons la chaleur spécifique à pression constante, c'est 5 sur 2. Et pour un gaz diatomique, si nous rajoutons R, donc nous obtenons 7 sur 2 fois R. On peut la mettre aussi sous la forme massique en divisant par la masse molaire. Maintenant, il y a une remarque très importante, que la chaleur spécifique à pression constante des gaz n'est pas égale à la chaleur spécifique à volume constant, tandis que pour les liquides et les solides, c'est la même. Donc si nous revenons à notre remarque de tout à l'heure, ici, quand on avait parlé de l'énergie interne d'un liquide solide, et je vous ai dit qu'on ne met pas V ici, contrairement au gaz, parce que la chaleur spécifique d'un liquide solide, elle est la même, que ce soit pour un volume ou bien pour une pression constante. C'est la raison pour laquelle. Mais pour un gaz, il faudra préciser est-ce que c'est Cp et c'est gaz. Cv. L'autre transformation, c'est la transformation isotherme. Donc pour une transformation isotherme, la variation d'énergie interne est nulle quand T2 égale T1. Le travail mécanique est donné par la forme suivante, calculée précédemment. Et la quantité de chaleur, c'est Q moins W. Donc nous retrouvons une relation étroite entre la quantité de chaleur et le travail mécanique. C'est-à-dire que si vous avez un système ici, un système par exemple dont en lui fournissant la quantité de chaleur et qui part d'un état 1 thermodynamique vers un état 2, sachant que la température du système elle est maintenue constante, c'est que cette quantité de chaleur fournie du milieu extérieur vers le système, elle va être transférée vers le milieu extérieur, mais sous une autre forme, c'est la forme de travail. Sachant que ce transfert se fait au niveau de l'enveloppe du système. Donc là, on a une quantité de chaleur fournie du milieu extérieur vers le système. Si le système maintient sa température tout au long de la transformation, cette quantité de chaleur, elle est convertie en travail mécanique et elle est fournie au milieu extérieur. C'est une relation très importante pour la conception des machines thermiques. Donc, lors d'une transformation isotherme, le travail fourni à un gaz se dissipe entièrement dans l'environnement sous forme de chaleur. Ou bien c'est l'inverse, si on fournit un travail du milieu extérieur, ici la température du système elle est constante tout au long de la transformation, ce travail il est dissipé en quantité de chaleur. Pour une transformation adiabatique réversible, on avait dit que ce n'est pas une transformation isotherme, donc on a toujours la variation d'énergie interne liée à la variation des différences de température, tandis que la quantité de chaleur est nulle, parce que c'est adiabatique,
Et donc, le travail mécanique est égal à la variation d'énergie interne, et voyez bien qu'il y a une relation étroite entre les deux. C'est-à-dire que si je fournis un travail mécanique au système, ce travail mécanique se convertit intégralement en énergie interne. Ou bien je peux réduire l'énergie interne pour fournir un travail mécanique au milieu extérieur. Donc le travail mécanique a une forme thermique ici. Donc là, on avait calculé le travail mécanique à partir de l'intégrale, et on avait trouvé pour le cas adiabatique n r sur 1 moins gamma fois T2 moins T1. Et si on définit gamma comme Cp sur Cv, et nous remplaçons Cp comme Cv plus R sur Cv, pour un gaz monoatomique gamma, donc c'est donné 5 sur 2 fois R sur 3 sur 2, on obtient 1,67. Et pour un gaz diatomique, si on veut calculer gamma, la chaleur spécifique à pression constante du gaz diatomique, c'est 7 sur 2 fois R. Et sa chaleur spécifique à volume constant, Cv, c'est 5,2 sur 2 R. Donc ça donne 1,4. Pour une transformation polytropique, on a le calcul direct du travail mécanique et la quantité de chaleur échangée, sachant que pour la transformation polytropique, la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur est non nulle. Ça, c'est très important. Elle n'est pas adiabatique. Donc c'est pour ça que Q, elle est calculée. Donc elle est non nulle. Directement à partir de la variation d'énergie interne et du travail mécanique. Donc, dans la prochaine vidéo, nous nous intéressons au premier principe de la thermodynamique, mais dans les systèmes ouverts.